prochaine présentation pour compléter avec celle de Madame Lane va être celle de Madame Généreux. Donc, on a gardé nos femmes pour le milieu de la soirée. On a donc Madame Docteur on va recommencer ça. Ouais, c'est ça, ça sonne bizarre un peu. Docteur médecin généreux, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, ancienne directrice de la santé publique de l'Estrie, professeur agrégé à la faculté, et également, c'est ça, professeur agrégé à la faculté de médecine des sciences de santé, Université de Sherbrooke. C'est quand même beaucoup de titres, hein, quand même. Merci beaucoup. Donc, merci également de m'avoir invité. Là, je trouve vraiment l'événement super génial. J'apprends plein de choses et j'espère que ça sera la même chose avec la présentation actuelle. Donc, moi, si on m'avait dit un jour que je serais devant vous pour vous parler de santé mentale en contexte de crise, je ne vous aurais pas cru. Je ne suis pas psychiatre, je suis médecin de santé publique. Ça m'est vraiment tombé dessus, on dirait, avec pas la pandémie, mais bien la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Il faut savoir que le 6 juillet 2013, moi, ça faisait 4 jours que je venais d'être nommée directrice de santé publique. Je ne le suis plus depuis 2019. Je me dis que c'était peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée parce que mon collègue Alain Poirier est pas mal occupé. Mais 4 jours après être nommée, on m'appelle dans plein milieu de la nuit pour me dire, Mélissa, l'inimaginable est arrivé, la moitié de la ville est en feu, un train a déraillé, il y a du pétrole partout, il y a des risques à la santé, bien évidemment. Donc, on est arrivé sur les lieux, on a tout de suite mis l'accent sur les risques à la santé physique, la pollution, l'évacuation, les premiers répondants. Donc, plein de questions qui sont venues en tête pour un médecin de santé publique comme je suis. On s'est mis à faire des visites de terrain. En tout cas, on en a fait des choses dans les premiers jours, premières semaines. Et c'est après qu'on a réalisé que notre travail n'était peut-être pas fini. C'était pas encore écrit dans les livres, les bonnes pratiques, un peu comme Dr. Lamontagne disait. Il n'y en avait pas là, de guide pour la santé publique sur le quoi faire pour accompagner une communauté qui semble meurtrie, plus au niveau moral. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de commencer à d'abord peut-être poser le bon diagnostic au niveau de la population. Donc, de faire des enquêtes populationnelles pour voir ce qu'il en était au niveau du moral, du stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression. Et quand on cherche, mais je vous garantis qu'on trouve, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Mégantic, le moral, dans les mois, années qui ont suivi la tragédie, volait plus ou moins fort, en tout cas du moins en moyenne. Ça a été plate à entendre, mais ça a surtout été le moteur pour l'action, pour dire, ben là, on ne va pas juste être là à faire les constats que ça ne va pas bien, on va se mettre en mouvement pour essayer de stimuler la résilience de la communauté. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a énormément appris et qu'on a mis sur pied une superbe équipe de proximité qui est toujours à l'œuvre, qui travaille un peu comme ce que Julie disait, dans la communauté, en promotion de la santé mentale, en prévention au quotidien et qui sont encore là aujourd'hui en contexte de pandémie. Et croyez-moi, c'est très utile. Donc, ce long préambule-là pour vous dire que je ne vous cacherai pas que dès février 2020, on n'avait même pas encore prononcé le mot pandémie, que tout de suite, mon équipe de recherche et moi, on avait cette courbe-là en tête. Je n'étais plus directrice, donc j'avais un petit peu plus de temps libre pour mettre de la recherche dans ma vie. Et ce qu'on savait, ce qu'on se doutait très bien, c'est que la pandémie, comme tout autre type de catastrophe, qu'on parle d'un attentat terroriste, des feux de Fort McMurray, des inondations dévastatrices qu'on a connues au printemps 2019 ou de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, la courbe de la réaction émotionnelle va être relativement sensiblement la même à l'échelle d'une population. Donc, si on se rappelle de ce qu'on a connu dans les premières semaines suivant la pandémie, globalement, c'était le mouvement des arcs-en-ciel. J'aurais presque le goût de dire des licornes, tout ça va bien aller. Moi, intérieurement, je ne voulais pas être plate, mais je me disais, je ne suis pas sûre que ça va bien aller, mais je vais les laisser vivre leur petite lune de miel, la phase héroïque, parce que je pense qu'on en avait besoin et c'était la bonne chose à faire. Mais on se doutait bien qu'après ça, il y allait avoir un certain décrescendo au niveau des émotions parce que c'est normal. C'est pas parce qu'on est faible, c'est normal qu'il y ait une fatigue qui s'installe, un désillusionnement, un peu un inventaire de toutes les pertes qu'on a subies sur plusieurs plans. Donc, c'est normal dans les mois, voire même les années suivant le début d'une catastrophe, d'avoir des réactions émotionnelles un peu plus basses. Et ce que mon équipe de recherche et moi, on a voulu faire à travers différentes enquêtes qui ont été répétées là, en avril, mai-juin 2020, septembre, novembre 2020, février 2021, et là, on vient de terminer l'enquête toute récente au Québec, 11 000 adultes, qui s'est terminée le 13 juin. J'en glisserai peut-être un petit mot tantôt, même si ce n'est pas encore public. Mais essentiellement, on a monitoré ces différents symptômes-là que vous avez qui sont évocateurs d'anxiété généralisée.
Donc là, je ne veux pas que vous autodiagnostiquiez ce soir. Là, si vous avez tendance à avoir des inquiétudes pour tout et rien, qui prennent beaucoup la place, qui vous rendent plus irritable, vous n'êtes pas forcément anxieux à un niveau de trouble diagnostique. Mais ce sont essentiellement les facteurs ou les symptômes qu'un médecin pourrait vouloir examiner avec plein d'autres critères pour être capable d'arriver au diagnostic que peut-être que vous souffrez d'anxiété généralisée. Même chose pour les symptômes de dépression majeure. On a, c'est grosso modo, les 9 critères qu'on va vouloir examiner en clinique et on s'est inspiré de ces 9 critères-là pour l'insérer dans notre questionnaire. Par exemple, le fait au cours des 2 dernières semaines d'avoir perdu un intérêt pour à peu près tout ce qui nous faisait plaisir auparavant ou le fait de se sentir triste, d'avoir le goût de pleurer au moins un jour sur 2 au cours des 2 dernières semaines. Donc, sur la base de ça, ce que je peux vous confirmer, c'est pas que le tiers de la planète est dépressive ou anxieuse, bien sûr que non, mais que grosso modo, chez nos adultes qui ont été sondés dans 8 pays ou régions du monde que vous avez ici à l'écran, grosso modo, c'est un adulte sur 3 qui, en novembre 2020, rapportait un cumul d'à peu près 5 symptômes, soit d'anxiété ou de dépression, qui avaient été présents là, au moins un jour sur 2 dans les 2 dernières semaines. Donc, je n'ai pas la proportion normale avant la pandémie parce que ce genre d'études-là, à l'échelle de toute une population, du moins au Québec, au Canada, ont été quand même assez rarement réalisées. Mais j'ai plusieurs indices comme quoi c'est définitivement plus élevé que ce qu'on avait avant. Et j'assume que je vais avoir la question tantôt, donc je peux d'entrée de jeu vous dire que ici, on parle de gens qui ont été recrutés de façon rapide. Ce n'est pas parfait, c'est par panel web, c'est des enquêtes en ligne, mais c'est parfait pour les besoins de la cause parce que ce qu'on voulait, c'est capter rapidement le son de cloche ou les symptômes dont je vous ai parlé sur un court laps de temps auprès de plusieurs milliers d'adultes dans plusieurs pays en même temps et par le fait même de passer par des panels web, donc des gens qui sont pré-recrutés et déjà prédisposés à répondre à différentes enquêtes. C'est vraiment la technique qui a été utilisée plus largement dans le monde, pas juste notre étude, mais plusieurs autres. Et je pense que le fait qu'on le fait dans plusieurs pays en même temps, qu'on l'a répété à plusieurs reprises dans différents contextes et qu'il y a une certaine stabilité des statistiques porte à croire quand même qu'on n'est probablement pas trop dans le champ, surtout que lorsqu'on compare avec des enquêtes téléphoniques, par exemple, on arrive grosso modo à des constats similaires. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, et moi, je trouve ça préoccupant depuis longtemps, et ça va un peu dans la même ligne que ce que Julie disait, c'est que de tous les groupes sociaux qu'on a pu questionner, et c'est vrai partout dans le monde comme ce l'est au Québec, ce sont de loin nos jeunes adultes, nos 18-24 ans, qui rapportent le plus d'anxiété, dépression là, à l'aide des symptômes que j'ai mentionnés précédemment. Donc, en novembre, non, ici, c'est février 2021, c'était 43 de nos 18-24 ans, quand même pas rien, qui rapportaient un cumul de symptômes d'anxiété ou de symptômes de dépression. Et là, je peux vous dire, avec les données qui ont été collectées au Québec la semaine passée, que sur nos 11 300 adultes, on en a quand même 1000 quelques de 18-24 ans et c'est à 41 %. Donc, c'est statistiquement pas une amélioration. Et ce que je peux même vous dire, malheureusement, et ça, il va falloir que je creuse un petit peu la question, mais au niveau des idées suicidaires sérieuses, alors que dans tous les groupes d'âge, il y a eu une certaine amélioration entre février et aujourd'hui, mais ça l'a augmenté de manière statistiquement significative, pas tant juste chez les 18-24 ans, mais chez les étudiants. 18-24 ans, 25-34 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose avec les étudiants qui fait en sorte que non seulement c'était des niveaux assez élevés avant, mais ça ne semble pas aller du tout dans la bonne voie. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans les hypothèses pour le moment parce qu'on va se donner une petite chance. J'ai reçu les données lundi midi. Et aussi, un peu à l'instar de ce que Julie disait, qu'un grand nombre de jeunes souffrent en silence, jeunes ou je dirais même adultes de tout âge, bien, ça s'est aussi concrétisé dans notre étude. Donc, à l'échelle du Québec, sur 100 d'adultes qui ont des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété ou une dépression probable, c'est seulement le tiers d'entre eux qui disent oui, je suis allé chercher du soutien psychologique formel, que ce soit par un médecin, psychologue ou travailleur social. Donc, c'est quand même relativement peu. On peut penser que le contexte de la pandémie n'a pas aidé, mais quand même, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a 2 tiers de ces gens-là qui ne sont pas nécessairement malades là, à un niveau où ils doivent avoir une prise en charge médicale, mais il y a 2 tiers de ces gens-là qui ne sont pas allés chercher aucune forme de soutien psychologique formel. Donc, qui sont là pour les aider, ce qui vient un peu renforcer cette nécessité-là, à mon avis, d'avoir une approche de prévention, une approche directement dans les milieux de vie.
Un autre petit point que je voulais apporter aujourd'hui, c'est que des facteurs de risque et de protection dans nos études, on en a regardé un et un autre. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que de tous les facteurs examinés, incluant la part du virus, les pertes financières occasionnées par la pandémie, l'isolement causé par le fait d'avoir été en contact avec un cas ou d'avoir eu la COVID, tout ça sont des facteurs de stress qui sont liés à plus d'anxiété, dépression. Mais parmi les 3 facteurs principaux qui ressortent là, après avoir fait des analyses de régression logistique multivariée, il y a le sentiment de solitude, carrément un sentiment subjectif de se sentir seul, insatisfait dans ses contacts sociaux, le fait de se sentir peu soutenu au niveau social et finalement le fait d'avoir un plus faible sentiment de cohérence. Donc, je voulais prendre quand même, je ne sais pas combien il me reste de temps, 2, 3 minutes. Ah oui, en masse? Ah, good. Parfait, super. Donc, je voulais prendre quand même les minutes qui suivent pour vous parler un petit peu de ce que c'est le sentiment de cohérence. Moi, je ne connaissais pas tant le concept jusqu'à ce que des chercheurs à travers le monde m'aient convaincu d'introduire ces questions-là dans notre questionnaire parce que lorsqu'on y pense, ça fait bien du sens de se dire que ce concept-là est un facteur de protection extrêmement important en contexte d'adversité. Donc, ce que c'est le sentiment de cohérence, en fait, ça vient de théoriciens de l'Holocauste là, qui ont voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, on va changer notre lunette, notre fusil d'épaule, on va essayer de comprendre ce qui fait que certains Juifs s'en sont sortis admirablement bien. On va essayer de voir c'est quoi les composantes psychologiques qu'ont ces personnes-là pour s'en être sortis bien malgré toute l'adversité qu'ils ont vécue. Et ce que les chercheurs ont réussi à mettre en évidence, c'est qu'il y a 3 composantes qui forment le concept de sentiment de cohérence, qui sont la capacité qu'ont ces personnes-là qui ont vécu l'adversité premièrement, au niveau cognitif, bien comprendre pourquoi ça arrive, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les conséquences. Donc, chercher la bonne information, bien comprendre. Je suis sûre que vous faites des liens parce qu'en termes de pandémie, ce n'était pas nécessairement toujours facile de bien comprendre. On a parlé d'infodémie, fake news et tout ça. Ensuite, c'est la capacité de donner du sens. Parce que je peux très bien tout comprendre au niveau rationnel, mais avoir bien de la difficulté à le gérer ou l'absorber au niveau émotionnel. Donc, être capable de donner un sens, à dire, ben oui, mes projets sont tous foutus en l'air, mais c'est peut-être un message que la vie me passe. C'est peut-être le temps de réorganiser mes plans. Donc, essayer de redonner un sens qui nous permet de vivre plus confortablement avec l'adversité. Et troisièmement, c'est bien beau de réfléchir et d'y aller au niveau émotionnel, d'être bien avec ça, mais on doit aussi être en mode action. Donc, au niveau comportemental, c'est sentir qu'on a les bons outils, les bonnes ressources pour être capable de passer à l'action. Donc, comprendre, donner du sens et agir, passer à l'action. Donc, tout ça pour dire qu'on a voulu aussi comprendre, bon, le sentiment de cohérence semble hyper protecteur contre l'adversité, contre l'anxiété et la dépression, mais est-ce que c'est génétique, ça, le sentiment de cohérence? Les bébés naissent avec un bon ou un moins bon sentiment de cohérence? Fort heureusement, la réponse est non. Et ça se travaille avec toutes sortes d'interventions. Je vais vous donner juste un petit exemple, mais des interventions qui ultimement, doivent avoir 2 grandes composantes. Donc ça, je vous invite à y réfléchir si vous voulez essayer de forger un meilleur sentiment de cohérence pour continuer à faire face à cette adversité-là qui ne veut pas totalement partir. Donc, la première chose, c'est de favoriser des actions qui laissent place à la réflexion. Quand on y pense, on ne réfléchit pas assez. Se donner un temps de recul, être capable d'organiser nos pensées, essayer de justement se donner du sens, de mieux se comprendre, de comprendre, de démystifier peut-être certaines croyances erronées. Donc, tout ça, c'est hyper important. Mais deuxièmement, on veut aussi des actions qui vont nous redonner un peu un sentiment qu'on contrôle notre vie, qu'on est le sentiment d'auto-efficacité dont on parlait tantôt, qui nous redonne le goût de s'engager. Parce que pensez-y bien, dans la dernière année, il y a plusieurs éléments qui nous ont forcés plutôt à être passifs, en mode victime. Tu sais, ben, je vais attendre qu'on me dise si je peux faire ci ou si je peux pas faire ça. Alors qu'au bout du compte, il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir un sentiment qu'on contrôle un peu plus notre vie. Et ça fait énormément de bien. Donc, un petit exemple qu'on a fait à Lac-Mégantic avant la pandémie et qu'on a refait pendant la pandémie avec un groupe de jeunes, c'est le Photovoix, qui est un projet qui incorpore à la fois la réflexion et l'empowerment. Donc, par la photographie, on a invité des jeunes à prendre des photos sur des thèmes plus positifs de leur communauté et à se retrouver en groupe pour partager, donc mettre une voix sur leurs photos pour expliquer pourquoi cette photo-là vient les chercher, qu'est-ce que ça signifie pour eux. Et c'est là que la magie s'est opérée. On a donné la voix aux gens, on leur a forcé un peu la réflexion et on leur a permis aussi de se rencontrer, de partager, sentir qu'ils étaient écoutés. Ça a vraiment fait des petits miracles. Ça s'est même rendu au Parlement pour le premier projet avec Justin Trudeau, le selfie et tout le kit.
Donc, je terminerai en disant peut-être 5 messages clés à retenir. C'est que malheureusement, c'est mon seul message un petit peu plus plate. Les 2 premiers, c'est que plusieurs sont affectés et vont continuer d'être affectés par la pandémie. Il ne faut pas penser que parce que le virus est plus en contrôle, ou non, pas le virus qui est en contrôle, mais nous sommes en contrôle du virus, que la santé mentale va miraculeusement revenir pour tout le monde. Ces impacts-là peuvent durer des mois, des années, et que, inévitablement, on a tous un rôle à jouer, tous les milieux de vie. Le système de santé ne pourra jamais gérer ça à lui seul. Donc, une approche préventive, une approche directement dans les milieux de vie, les milieux scolaires, milieux de travail. Ce n'est pas juste le fun, c'est nécessaire. Et je pense qu'il faut aussi être dans le mode innovation parce qu'à situation extraordinaire, bien, il faut absolument trouver des solutions extraordinaires. Et juste une petite citation parce que, mon Dieu, je l'ai trouvée il y a une semaine, puis je trouve qu'elle dit tout. Le désir de bien faire, c'est un puissant moteur, mais celui de faire du bien est plus puissant encore. Il me semble que ça dit tout parce qu'on essaie toujours de performer en faisant bien, alors que c'est si simple. On a juste tenté de faire du bien et on risque d'avoir plus de succès. Merci, docteur Généreux. Et cette fois-ci, je ne me tromperai pas. Désolé encore. Est-ce qu'on avait des questions? Merci pour la présentation claire et pleine d'expérience. Oui, vraiment, merci pour la belle présentation. C'était super intéressant. Puis, un commentaire de moi, je trouve ça super intéressant de mettre des mots et des données probantes sur des choses. On dirait qu'on vivait au quotidien. On dirait que je me revoyais en mars 2020. En tout cas, on a une question sur Zoom. Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles 65% n'est pas allé consulter? Serait-ce possible que certains d'entre eux aient tenté d'avoir accès à un professionnel et qu'il n'en soit pas arrivé? L'accessibilité n'en est-elle pas une cause ici ou un grand défi? Très bon point. C'est sûr que de penser que l'accessibilité est un enjeu, ça faisait partie des hypothèses. Par contre, on a demandé aussi aux participants qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient consulter ou pas, et très peu se disaient être en attente. La majorité des gens, parmi ceux qui étaient avec symptômes anxieux ou dépressifs, parmi ceux-ci, la grande majorité disait « j'en ressens pas le besoin ». Bon, j'en sens pas le besoin, c'est sûr que c'est bon, on n'a pas eu d'entretien avec eux pour vraiment comprendre ce qu'ils voulaient dire, mais essentiellement, la majorité ne se disait pas en attente, mais plutôt en ressentait pas le besoin ou se disait il faudrait bien que je prenne un rendez-vous. Et je dois avouer que ça me surprend plus ou moins parce qu'à Lac-Mégantic, on n'était même pas en contexte de pandémie où les milieux cliniques pouvaient peut-être faire peur à des gens. Mais malgré ça, c'est exactement ce qui s'était passé. À Mégantic, on avait un maintien de l'anxiété, voire même au fil des années, une petite hausse. Le stress post-traumatique qui était vraiment très présent. Là, à peu près 7 adultes sur 10 à Mégantic avaient des manifestations modérées à sévères de stress post-traumatique. Et pourtant, au fil du temps, on a vu qu'il y avait une diminution de la demande au niveau du soutien psychosocial ou psychologique. Si bien que notre ministère de la Santé disait, je regarde les chiffres, il y a de moins en moins de temps d'attente, puis le caseload de nos travailleurs sociaux est de plus en plus libre. Donc, enlevons les ressources. C'est logiquement, il y a moins de demandes, enlevons les ressources. Grâce à nos données, on a dit, tu veux-tu vraiment enlever des ressources alors que la santé mentale ne va pas bien? Et c'est là qu'ils ont dit, d'abord, transformons notre façon d'agir, créons une équipe de proximité, parce que clairement, que le modèle qu'on offre ne suffit pas ou ne convient pas à la demande. Et quand on a creusé auprès des gens, ce que les gens nous disaient, c'est, et moi, je trouve que ça dit tout, cette phrase-là, les gens disaient, mais pourquoi j'irais consulter? Je ne suis pas anormale. Bon, ça, il faut peut-être déconstruire ça, mais les gens pensent encore que d'aller chercher du soutien psychologique, c'est comme de dire qu'on est anormal, ce qui n'est évidemment pas vrai. Mais les gens ont comme tendance à se dire, c'est la situation que je vis qui est tellement anormale, donc je le sais pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi j'irais me faire dire ça par un psychologue. Donc, les gens ont comme besoin, je pense, de se faire normaliser le fait qu'on peut avoir des réactions, mais même si c'est normal, tu souffres quand même. Donc, peut-être que d'avoir un certain soutien ou une forme d'accompagnement pourrait te donner un coup de pouce, même si c'est un soutien peut-être plus ponctuel dans le temps. Donc, ça, c'est une des raisons, selon moi, qui explique cette statistique-là. Merci. Une question, cette fois-ci dans la salle? Donc, la question, pourquoi nos 18-24 ans sont si affectés? Je tiens à dire que ce n'est pas juste au Québec, là, c'est vraiment partout dans nos 8 pays à l'étude, c'était la même histoire. En fait, il y a plusieurs facteurs qui sont sortis. On a parlé d'infodémie tantôt, ça a quand même joué beaucoup. C'est la pandémie qu'on vit actuellement, c'est la première pandémie où les réseaux sociaux jouent un rôle aussi majeur. Là, ça. Donc, c'est pour ça que l'OMS décrit l'infodémie comme notre deuxième catastrophe en même temps que la pandémie. Et c'est sûr que les victimes de l'infodémie sont beaucoup plus les jeunes, en ce sens que les jeunes ont été élevés, ont grandi en s'informant sur le web. Donc là, tous les critères sont réunis pour qu'un jeune soit davantage exposé à toutes sortes de nouvelles
En fait, des fois, tantôt vraies, tantôt fausses, mais surtout beaucoup trop d'informations. Donc, ça devient difficile. Je parlais de sentiment de cohérence. Ça devient difficile de trouver sa cohérence quand on est inondé d'informations qui n'est pas toujours juste et qui est souvent contradictoire. Ça vient alimenter une certaine colère, incompréhension, confusion. Donc, ça, on l'a clairement vu. Mais l'autre phénomène aussi qui est ressorti dans notre étude, c'est la solitude. On aurait pu penser que c'est nos aînés qui se décrivent comme étant les plus souvent seuls, mais pas dans notre étude. C'est sûr que notre étude n'inclut pas des aînés CHSLD très isolés, parce que ces aînés-là ne répondent pas au sondage web. Donc, je vais faire attention à ça. Mais nos 18-24 ans, là, 60 d'entre eux cotent aux critères de solitude. Donc, ce n'est pas la quantité de contacts sociaux qui compte vraiment, c'est à quel point tu es insatisfait de tes contacts sociaux. Donc, à 18-24 ans, autrement dit, de se faire réduire de peut-être moitié, 3/4 ou je ne sais trop tes contacts sociaux à l'école, au restaurant où tu travaillais, loisirs, sport et name it, ben, c'est perçu beaucoup plus difficilement que ça le serait chez, par exemple, bien moi, j'ai 5 enfants à la maison. Moi, je suis contente quand je suis seule. Là, fait que je ne vais jamais me plaindre dans un sondage que je manque de compagnie. Tu sais, vous comprenez? Parce qu'on n'a pas les mêmes contextes familiaux ou sociaux. Donc, ça a beaucoup ressorti dans notre étude aussi. Merci. On a une dernière question à l'avant ici. Ah oui, mon Dieu, vous avez été attentive. Mais en fait, là, on essaie, il faut que je trouve le temps de faire d'autres demandes de financement, mais on aimerait vraiment faire des études de cas plus précises parce que justement, quand on vient de publier et on voulait essayer d'expliquer rapidement, là, je pense que c'est 22 ça fait drôle quand même de dire que 22 d'anxiété, dépression, ça va bien là-bas, mais quand on se compare, on se console. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. On s'est beaucoup entretenu avec les chercheurs là-bas, de notre équipe là-bas. Puis, il disait, entre autres, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, que dans la gestion de la pandémie, c'est une gestion beaucoup plus décentralisée, en ce sens que, si j'ai bien compris leur explication, chaque comté, ville, ou en tout cas échelle plus... Oui, c'est ça, je connais moins la nomenclature là-bas, était un peu plus libre de déclarer quand est-ce qu'on allait passer en confinement, lockdown ou pas, vraiment en fonction de toutes sortes de critères, d'aspects autres que uniquement le nombre de cas, par exemple. Donc, c'était une décision beaucoup plus bottom-up que top-down, ce qui vient vraiment un peu conforter l'hypothèse selon laquelle on était victime, on a eu de la difficulté à donner un sens à tout ça, alors que quand la décision vient du maire de ta ville ou je ne sais trop, c'est peut-être plus facile à absorber que quand c'est quelque chose qui vient d'un premier ministre plus lointain, en une conférence de presse expliquant en 5 minutes, puis que je ne critique pas, mais bon, je pense que c'est dit quand même, et c'est peut-être un peu aussi pour ça qu'au Québec, on s'en sort mieux qu'ailleurs au Canada, parce qu'au Québec, on a quand même la chance d'avoir notre conférence de presse, notre premier ministre, quand même une source un peu plus unique d'infos. Quand tu es ailleurs au Canada, tu peux t'informer des nouvelles des États-Unis, du premier ministre fédéral, de la langue anglaise multiplie les sources d'information et encore une fois, les risques d'infolémie. Entre autres, c'est certaines pistes d'explication. Merci beaucoup, Dr. Généraux, pour la présentation. Cette fois-ci, on est rendu avec M. Taillefer.